Et du coup, effectivement, il y avait le point suivant qui était, sur lequel aussi vous avez sans doute des attentes et des questions, c'est justement comment travailler avec les partenaires pour installer et pour construire ces projets. Enfin, comment on fait voilà, concrètement Alors, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à un projet bien spécifique, c'est par rapport à Délivre à soi, c'est la façon dont on a construit les choses. Mais je crois qu'il est important, et il y a une dame tout à l'heure qui m'a parlé de quelque chose qui m'a intéressée, c'est sur les randonnées que... C'est la dame. C'est la façon dont on peut construire des projets qui se décalent un petit peu du collège, de l'école, etc. Alors c'est vrai que ça c'est important, et je pense qu'il y a possibilité de, entre guillemets, d'y rentrer, sachant que quand même le collège est quand même un espace très contraint, et l'enseignement et la façon dont les programmes doivent être menés, c'est compliqué, mais il n'empêche qu'il y a possibilité peut-être de faire les choses, mais il faut aussi être tellement... Enfin, ça nécessite d'être vraiment dans l'écoute de ce que les uns et les autres attendent. Les besoins, les attentes et la façon dont on peut y répondre. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de ce qu'on peut faire au salon, puisque on accueille 30 000 enfants, ça se prépare. Et donc on travaille beaucoup avec les enseignants, avec les documentalistes, sur la façon dont on prépare sa visite, ou une rencontre, ou une animation, ou une... ça met du temps. C'est vrai qu'on parlait du temps tout à l'heure, cette inscription dans le temps elle est importante. On prépare des dossiers pédagogiques, ou plutôt à visée culturelle, on va dire, on n'est pas prof, donc... ça c'est important tout à l'heure on parlait de trouver sa place, enfin, voilà, il y a ça qui est trouver sa place par rapport aux profs aussi, et du coup par rapport aux lectures qui sont faites en classe, je pense que là il y a vraiment un point qu'il faut réfléchir. Tout à fait, et c'est vrai que il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie de faire plein de choses. Alors on a parlé des champions de la lecture, on a parlé du prix des incorruptibles, c'est comment on peut accompagner tous ces micro-événements dans la classe en tant que lecteur, il faut vraiment donc échanger et comment on fait pour intéresser l'enfant face à vous, parce que vous, alors j'ai compris aussi que vous travaillez pas mal en binôme. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que non mais c'est important, parce que il y a des choses que l'un peut faire, l'autre peut moins faire. Il y a des choses qui peuvent se croiser, et il y a des choses qui peuvent se croiser aussi avec le public d'en face, c'est-à-dire les enfants, et voir comment tout ça peut être un joyeux mélange. J'allais dire autre chose, mais mélange. Et donc, comment on travaille ça? Alors, c'est vrai que il y a la classe, il y a le collège, il y a aussi tous les centres de loisirs. Et on se rend compte, et ça je pense que vous le savez aussi, que les animateurs, pour la plupart, ne sont pas du tout formés à la lecture, et que ça ils en kikinent plus qu'autre chose. Bon, il y en a certains qui ont envie, mais et donc ça, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que si on croisait ce que vous avez, vos compétences, et celles des animateurs différentes, avec le directeur du centre de loisirs, avec les services jeunesse, donc tout ça, ça peut... alors je sais pas comment ça marche dans certaines coordinations, mais je pense qu'il est important d'aller taper aux portes des services jeunesse, des directeurs de centres de loisirs, créer des petits groupes avec des animateurs pour réfléchir à ce qui pourrait être fait en termes de, pas seulement de la lecture face à un public, mais comment on peut amener le livre, donc ça veut dire, là encore des micro-événements, pourquoi pas faire lire, comment on fait faire lire les mômes par exemple, comment on les invite à créer un petit espace à eux aussi, à partir de ce que vous faites d'habitude, voilà. Alors les services jeunesse, il y a tous les... Intervenir par rapport à ce que vous disiez au niveau des centres de loisirs, et un programme qui s'appelle Sac de pages. Sac de pages. Sac de pages. Voilà. Sac de lire, donc voilà. Qui fait que chaque année, on est sollicité, les lecteurs, à ceux qui le souhaitent de manière spontanée,
de lire justement dans les centres de loisirs. Donc Lire et faire lire nous envoie un sac avec des livres à l'intérieur, voilà, avec des tranches d'âge repérées. Et donc ce sac, on l'utilise l'été, mais pas que, pour toutes les petites vacances, ou éventuellement les mercredis. Moi, ça c'est l'été et les petites vacances. Et j'avais juste une anecdote, c'est l'été dernier quand j'ai commencé à faire, j'étais avec une tranche d'âge des petits, et il se trouve que je suis restée plus longtemps que prévu, donc je me suis posée dans un coin de la cour avec les enfants qui jouent autour, et les plus grands sont venus s'asseoir en me disant « tu nous lis une histoire ?» Et donc je pense que cet été, l'été prochain, je vais fonctionner différemment. C'est-à-dire que je pense que je me mettrai dans un endroit de la cour, avec en accord avec l'animateur et le directeur, mais du coup sont venus des enfants qui, a priori, n'étaient pas du tout au départ intéressés par les Oui, bien sûr. Non, je pense que ça, de toute façon, il y a quand même un attrait. Ce que disait Christine tout à l'heure sur la valeur symbolique. Bon, c'est pas pour nous, mais en même temps, on y tient. Et ce que vous dites là par rapport à la présence physique de quelqu'un qui vient et qui a des livres autour de soi, etc. Et, bon, il y a quand même cette attirance vers. Même si... Excuse-moi. D'autant que, quand vous dites, ils sont venus dire raconte-moi une histoire, c'est ce que disait aussi Ivan Chenouf et qui était en écho avec un livre que je lisais justement la semaine dernière, qu'on était à Nantes, qui s'appelle Lire dans la gueule du loup par Hélène Merlin-Cashman, qui soulignait comment plus vous grandissez, et à cet âge-là, c'est exactement ça, moins on vous lit des livres en fait. Et donc il y a cette idée que, et toutes les deux, elles insistaient, alors l'une dans le livre et l'autre dans son propos, sur l'importance de continuer à lire à haute voix. Et Hélène Merlin-Cashman, son livre c'est sur les grands étudiants, les étudiants à la fac en littérature, et elle raconte qu'elle commence son cours de licence, donc ils viennent d'arriver, ils sortent du bac, puis elle commence à leur lire, elle leur lit des histoires, elle leur lit des livres, puis elle dit vous en pensez quoi? Et elle a un refus de la part des étudiants qui disent ah mais non, mais maintenant on fait des études de lettres, on doit plus lire comme ça. Et on voit comment on les exclut de tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment c'est Hélène Merlin-Cashman. C'est une prof de littérature. Oui. Moi, j'ai une petite question à vous poser parce que je ne sais pas encore comment m'y prendre. Je lis à des sixièmes depuis le début d'année. Et donc, j'ai rejoint un peu le programme. Je l'ai fait d'une manière involontaire parce que j'adore. Et c'est avéré que ça a rejoint le programme en français et en histoire autour de la mythologie. Donc, j'ai lu Hercule, Zeus... Et bien sûr Ulysse. Et maintenant, j'aimerais... Et en même temps, je me suis dit, comme ça, je vais essayer de faire une rupture pour voir un peu, parce que bon, je suis sociologue aussi, et j'aime bien faire des expérimentations pour voir un peu ces enfants-là, quoi. Donc, j'ai pris 3 filles, 3 garçons, 6, c'était impeccable. Et donc, j'ai essayé de faire de lire un livre d'images qu'on aurait pu lire à une maternelle. Ils ont adoré ça. J'étais là, alors ils étaient trop mignons. Ensuite, je leur ai lu Barbe Bleue. Je me suis dit, j'y vais, je vais voir. Barbe Bleue, La petite fille aux allumettes, ils ont vraiment adoré ça. Je leur ai lu des contes de Mille et une nuits, histoire de rattraper, de pouvoir lire justement aussi tous les magnifiques contes orientaux. Et là, maintenant, je voudrais me lancer dans un petit bouquin. Mais alors, la question que je me pose, justement, quand on est... 10, 11, 12 ans, on n'a pas une concentration très poussée sur chaque chose très rapidement, on passe à autre chose, on est des zappeurs. Et est-ce que si je lis un bouquin, je ne vais pas pouvoir lire tout en 1 heure. Donc est-ce que je peux lire? Oui. Ah bah si, comme les séries télé. Non mais est-ce qu'ils vont se rappeler? Ils se souviennent pas d'une semaine à l'autre. Oui, c'est ça. Alors je ne sais pas comment quelle est la régularité de vos lectures. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Non, il y a cette idée d'installer justement ce système de feuilleton. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que ça correspond aussi, en effet, à la série télé, ça correspond à la série qu'ils peuvent lire et ça peut correspondre à la série de manga qu'ils peuvent lire. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une régularité qui fait que ça leur permet d'engranger et en même temps
Ils attendent la... Oui, il y a une attente. Oui, mais il y aura plus d'image, parce que chaque fois que je racontais un conte, comme vous disiez tout à l'heure, c'était des grands formats, je leur montrais l'image, et là, il n'y a plus d'image. Mais il faut travailler, je ne sais pas si vous connaissez la réécriture justement de l'Iliade et l'Odyssée par Muriel Zac, qui s'appelle Le feuilleton d'Ulysse. Et c'est extraordinaire, c'est en 100 épisodes, mais alors du coup, faut pas mais c'est juste pour vous dire. Et elle a travaillé à la fin ce qu'on appelle le cliffhanger dans les séries télé. C'est-à-dire qu'à la fin, votre épisode de feuilleton, il s'arrête sur celui qui a le pistolet. Et on se dit, oh, mais c'est pas possible. Ce qui fait que vous allez... Donc je pense qu'il faut travailler les fins de chapitre en disant, oh, mais non, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et le feuilleton d'Ulysse, il est vraiment réécrit comme ça. Et c'est extraordinaire. Parce que c'est... Mais pensez-vous qu'Ulysse réussira? Et là, il y a Gamine. Bon, allez, d'accord, on en est encore un. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment travailler les techniques télévisuelles. Oui, et puis c'est vrai que bon, alors ça fait tout à fait bien. Elle a fait 3 livres comme ça. Elle a le feuilleton d'Hercule, d'Hermès et de. Hercule, je crois. Il y a le feuilleton d'Ulysse, ça c'est. Ulysse, Hercule et Hermès. Il y a Hermès. Comment ça s'appelle C'est Muriel Zac, M-U-R-I-E-2-L-E. Zac, comment? S-Z-A-C. Chez Bayard. Et oui, donc je disais qu'il faut essayer d'intéresser dans ces partenariats l'ensemble des structures. Alors on a parlé des écoles, on a parlé des animateurs de centres de loisirs, les directeurs. On pourrait intéresser des structures sportives et donc c'est pour ça que je faisais la référence tout à l'heure aux randonnées que Madame suit. C'est vous qui m'avez parlé de ça? Oui, mais en Ardèche. Vous êtes plusieurs, voilà. Avec une association sportive, d'après ce que j'ai compris, qui organise à la fois la randonnée, mais où il y a tout un parcours qui est fait de lecture. Et c'est un peu dans l'esprit des chefs d'orchestre de la Ligue de l'enseignement. D'accord. Qui organise un certain nombre de... Donc, et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi... ce qu'on peut faire par exemple pour lire en short. Je sais qu'il y a eu beaucoup de liens entre des structures sportives et des structures lecture, notamment à Bordeaux l'année dernière, où le village du sport a mené toute une action et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on peut continuer à creuser ces partenariats qui semblent un peu décalés, mais qui ne le sont pas en fin de compte, parce que justement il y a une implication, alors et là ça va revenir à... Il y a une implication de la façon dont l'enfant se situe dans son corps, dans sa façon d'être, dans sa façon de se positionner par rapport aux autres, que ce soit dans la lecture ou que ce soit dans le sport. Donc, enfin, le sport, là, bon, c'est la randonnée, la marche, mais on peut quand même trouver des liens assez intéressants par rapport à tout ça. Et justement, c'était un peu dans la progression, parce qu'on avait réfléchi cette intervention un peu dans le... Voilà, on arrive à la structure, on choisit les livres, et puis après on se retrouve face aux enfants à qui on doit lire. Et c'était un peu le dernier axe justement de réflexion pour toi, c'était de se demander, voilà, quelle est finalement votre position de lecteur face à ces enfants, mais aussi eux. Alors, bien évidemment, dans les contraintes, là aussi, ça va être peut-être d'autres expérimentations avec des contraintes qui sont autres que quand vous arrivez dans une classe et que les chaises sont installées, qu'on ne peut peut-être pas tout déménager d'un coup. Mais voilà, est-ce qu'on peut du coup réfléchir à ça? La lecture, c'est pas qu'un livre, c'est aussi un corps finalement. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, est-ce que tu peux développer? Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un peu ce qu'on a... expérimenté à travers un dispositif qui s'appelle la biblioconnexion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une bibliothèque. On a fait... Ah, ils ont testé, mais alors vous êtes formidables. Vous avez tout testé, moi. Oui. En marchant. Avec Canopé, on a randonné avec Canopé. En partenariat avec le Canopé. Ah bon, la biblioconnexion avec la Canopé? Avec Canopé. Avec Canopé, oui. Parce qu'eux, ils en ont... Du coup, il faut en parler. Alors, la biblioconnexion, c'est une bibliothèque numérique. Donc, ce sont des livres qui sont numérisés et qu'on utilise grâce à la Kinect. C'est ça que vous avez expérimenté? Voilà, on va... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas Internet, c'est ça? Oui. Donc c'est une bibliothèque numérique qu'on utilise grâce à la Kinect et c'est surtout une expérience de lecture collective. Une expérience de lecture collective, c'est-à-dire que l'enfant est face à un des enfants est face à l'écran
ça c'est le dispositif en grand, parce qu'on peut utiliser aussi, on peut s'inscrire, on peut aussi être abonné. Maintenant, on a créé un site. Bon, alors, le dispositif en grand, il y a l'enfant qui est face à un grand écran. Il y a un système de... Il y a une Kinect, donc avec une Xbox 360. Oh, c'est, vous savez, comme là où... Là, on a Internet. Ah bon? Alors, il faut aller sur le salon du livre et de la pêche. Attends, je vais te donner le champ. Et donc, il fait avec son corps les mouvements pour tourner les pages du livre. Il peut avancer, reculer, et puis surtout, c'est des livres qui ont été mémorisés et qui sont à la fois en audio description, en langue des signes, et tout à l'heure, quelqu'un qui m'a parlé d'une formation qu'elle avait faite en langue des signes pendant 2 jours. Proposés sur les 5 départements de l'académie. Oui. Ah bah donc ils sont abonnés alors. Non, mais langue des signes. Ah bah donc c'est toujours l'Ardèche. C'était toute l'académie de Grenoble. Et donc en audio-description, en langue des signes, en langue facile à lire et à comprendre, parce qu'au départ on a créé ce dispositif pour les enfants en situation de handicap, et on s'est rendu compte que c'était complètement possible de le diffuser autrement auprès d'enfants qui avaient des difficultés de lecture. Et le fait de se positionner face à un livre, d'être un peu au centre de la façon dont on va agir sur ce livre, et que les autres peuvent aussi interagir, c'est-à-dire lire aussi avec l'enfant qui tourne les pages, puisqu'il y a l'enfant qui tourne, il y a l'enfant qui peut lire, mais il y a plusieurs enfants qui peuvent lire en même temps le texte, qui peuvent jouer, il y a quelque chose, il y a une énergie autour de la lecture qui est assez extraordinaire qui se dégage, et qui permet ensuite d'intérioriser. Mais d'abord, la lecture, elle est collective. Et ce qui est intéressant dans la façon dont on peut travailler cette biblioconnexion, c'est qu'elle peut être vraiment diffusée, elle peut vraiment... Alors, je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, puisque vous l'avez expérimenté. Moi, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, et comment et avec quels enfants vous l'avez fait. Ah non, on l'a expérimenté. Ah, Nous, on n'a pas testé encore. Parce que le canopé actuellement a un problème de version de la Kinect. Ah, exact. Il y a un problème technique. Exact. Oui, il y a un problème technique parce qu'on n'est pas en 2e version. D'accord. Et donc on revient, excusez-moi, je reprends sur la façon dont le corps agit sur la lecture. Donc on s'est rendu compte que c'était important, cette liberté du corps par rapport à la lecture. Comment il investit la lecture et comment chacun l'investit, parce qu'on est tous différents. Comment vous lisez, vous? Avec quel mouvement? Quelles sont vos façons de lire? Est-ce que vous préférez avoir les pieds en l'air ou est-ce que la tête en bas? Non mais... Alors justement, il y a un posture de lecture. Alors, après, on va position regarder... de lecture. Ouais, position de lecture. Là, il faudrait... Oui, qu'est-ce que veut dire Moi, sinon, je vais les... Ouais, oui, une par une, c'était pour montrer un petit peu... Ou alors tu... Et donc, c'est tiré d'où ça? Alors, c'est des images qu'on a reprises. Il y a des choses plus anciennes et puis il y a des... Voilà. Face aux enfants, c'est difficile. Hein. Oui, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les enfants... Ouais. Ah, merci. Je sais que les enfants... Oui, voilà, c'est juste pour donner une ambiance. Voilà, c'est la petite ambiance. C'est-à-dire que pour beaucoup, on se dit, oh là là, avoir un public de 9-12 qui n'a rien à faire. Bon. En même temps, je crois qu'il faut prendre en considération ça. Et, alors, dans vos expériences, madame, il y a aussi le fait de se dire que alors, parce que moi j'ai assisté à 2-3 lectures et j'étais un peu étonnée de la façon dont, c'est-à-dire que le lecteur était plus haut que les autres. Ça dépend des dispositifs. Voilà. Et ça c'est compliqué, cette position hiérarchique par rapport aux enfants aussi.
Donc voilà, la façon dont on lit, elle permet aussi, pour certains, d'emmagasiner autrement. Et en plus, je pense qu'il y a un vrai enjeu à réfléchir là-dessus, parce que nous, alors, quand on fait les enquêtes de sociaux, on voit combien pour des publics en difficulté par rapport à la lecture, il y a un enjeu de déscolariser la lecture. Donc si en plus, on est déjà dans l'enceinte d'une école, et qu'en plus, il faut se tenir comme à l'école avec quelqu'un qui vous lit comme un prof, vous voyez ça, comment on fait pour couper, finalement, dire ah ben non, mais la lecture c'est super, c'est pas de l'école, mais si tout est fait pour que ce soit comme de l'école en fait. Alors, je pense qu'il y a aussi... De notre côté, nous avons des lecteurs de 50 à 80 ans, et donc il faut aussi tenir compte. Ah bah évidemment. Et là, j'avais une lectrice qui me disait, moi je m'assois par terre, au milieu des enfants, moi je crois que pour tenir assise par terre pendant 1 heure, c'est quand même assez long. Voilà. Non mais je parlais pas de vous, de votre je parlais pas forcément de votre moi, là, moi je suis coordinatrice, c'est pas politique. Mais voilà, il faut tenir compte un peu de tout et chacun. Non, mais évidemment, non mais je parle aussi des enfants, la façon dont eux peuvent ressentir Ah, des cette enfants, lecture. eux, Je parle pas forcément des lecteurs de l'IRFM. Moi, je voulais dire que c'est aussi très important, c'est l'espace dans lequel on lit. Tout à fait, alors j'avais... Voilà, elle en parlait. Ah, pardon. Parce que je fais... Oui, je continue. Mais bien sûr, allez-y. Donc, on est là pour ça. J'arrive dans une grande classe, une vraiment grande classe, et donc j'ai 6 élèves, donc c'est un peu compliqué, donc j'ai essayé plusieurs situations. Et en vérité, j'avais tourné le dos contre les fenêtres, et en face de moi. Et là, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne se passait pas. Et j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je disais, mais en face de la fenêtre, je me suis dit, on va voir si ça se trouve, ils vont être déstabilisés par un oiseau ou par un nuage, je ne sais quoi. Et en fait, non, parce que finalement, pendant que je lisais, ils avaient l'esprit qui vagabondait dans les nuages, dans le ciel, et ça a tout changé, mais complètement changé. Et moi, je lis debout. Moi, je lis debout. Regardez là, improbable, c'est vraiment drôle. Hein. Et acrobatique. Là, bon, c'était un petit clin d'œil, c'était pour finir les choses en... On va essayer. Donc il y avait en effet cette question de la posture, et il y a la question de l'espace. Vous avez raison. Et il y avait quelques diapos aussi sur la façon dont on pouvait organiser un espace de lecture, mais pour voilà, juste des petits... Alors non, c'est pas celui-là. Ouais, enfin on peut faire ça, c'était plus en plein air, etc. Mais c'est l'autre. Du coup, c'est l'autre dossier ou Ouais, je crois que c'est là, c'est espace de lecture nomade. Photo de centre de loisirs. Photo de centre de loisirs, Montreuil. Je dis, oui, vous pouvez défiler, parce que l'idée c'était de montrer que bien souvent, le livre il est mal considéré dans les espaces de lecture. Ils sont rangés, ou ils sont en bordel, ou ils sont... Alors il y a des endroits où c'est mieux, parce que justement le livre est en face, on voit vraiment la couverture. Ouais, voilà, comme là. Mais il y a 2-3 images, vous allez voir un peu plus loin, il y a des trucs cachés. Là, est-ce que c'est des photos? Je ne sais pas si... C'était pas par rapport à ça. C'était pour montrer la diversité de la façon dont on pouvait considérer un espace et comment on pouvait l'organiser, mais des fois avec des choses assez simples. Il y a plein d'espaces, par exemple, qui ne sont pas utilisés, qu'on peut utiliser. Voilà. Il y a des choses très, très formatées. Donc voilà, c'était pour montrer aussi qu'il fallait se créer un espace, même si c'est pas toujours facile parce que vous êtes là 1 heure, que une demi-heure, c'est encore moins facile. Et puis surtout, que bien souvent, alors on en a beaucoup parlé déjà, mais enfin on en a déjà parlé, c'est que ce qui est intéressant pour ces 9-12 en tout cas, c'est de participer à ne pas faire une lecture pour une lecture, mais vraiment d'accompagner cette lecture, enfin que faire de la lecture soit un accompagnement de projets déjà existants, ou à mener
en réel partenariat avec enseignants, bibliothécaires, ou voilà. Parce que sinon, il me semble que ça va être compliqué dans la mesure où en effet le temps est court de lecture, que ça soit pas une épée dans l'eau, quoi. Faut garder cette idée que ce que vous allez apporter vous, c'est vraiment un plus dans un projet plus large. Et donc, que ce projet plus large, évidemment, il se construit avec des structures très différentes les unes des autres, que ça met du temps. Alors bon, je le répète, mais je crois que c'est important de se dire que de toute façon, les choses, elles ne vont pas se faire comme ça, que chacun a ses contraintes, que chacun a ses façons d'envisager les choses. Et pour comprendre ce que les uns et les autres font, ou les uns et les autres ont dans la tête, ben, ça se nourrit et ça se cultive. Voilà. Je pense, juste pour rebondir avec comme ça tu peux reprendre ton souffle, pour rebondir avec un exemple qui ne concerne pas la lecture, mais qui montre exactement l'importance de ça, et qu'on ne maîtrise pas forcément quand on commence. Nous, en ce moment, donc, à l'ENS où je travaille, on travaille avec une association dont le but, c'est pas de venir lire dans la classe, mais c'est de venir leur faire des expériences de science. Et donc, vous voyez, on n'est pas sur le même objet, mais un peu quand même, parce que l'objet, le but, c'est de se dire que les enfants sont dégoûtés par la science telle qu'ils la... C'est des classes de primaire, hein. Et donc, c'est une même classe qu'on suit du CE1 jusqu'à la 6e, avec l'idée qu'on va leur faire des expériences et ça va tout changer dans leur représentation de la science, et notamment pour les filles. Et on se rend compte, nous, en sociologue, en regardant ce qui se passe, que le problème, c'est que chacun a une définition différente de ce qu'il attend. Enfin, vous voyez, les animateurs, ils ont une définition de ce qu'ils veulent faire, les enseignants ont une autre définition. Les enseignants, ils aimeraient que du coup, tout le monde, parce qu'il y a un projet égalité aussi derrière, donc ils aimeraient que les enseignants se forment, le directeur, que les enseignants se forment également à ça. Et finalement, il y a du coup des moments d'incompréhension ou de quiproquo, parce que chacun est sur une attente différente. Et nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'école, donc il a fallu 2 ans pour qu'on s'en rende compte. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'il y a parfois des choses comme ça qui sont derrière, et il faut du temps pour verbaliser, que chacun puisse verbaliser ce qu'il en attend aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que dans les projets autour de la lecture, c'est vrai aussi. C'est que parce qu'on n'a pas la même notion du livre, parce qu'on n'a pas la même notion du public qu'on a en face. Je vais poser une petite question justement sur le support, pour savoir sur les préados et ados, si la tablette, le support numérique, la liseuse arrivait, si le support livre commençait à être un peu malmené, et sur les tendances. Du côté du support, alors là on en a parlé tout à l'heure avec le brouillage des frontières, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il est important de ne pas faire cette opposition entre numérique et on n'en est plus là, quoi. C'est terminé, il faut passer à autre chose. Il faut se dire qu'il y a une complémentarité qui est importante et qui est vraiment portée par les pré-ados et les ados, puisque cette idée de créer son blog, par exemple, de faire sa petite vidéo YouTube autour de la lecture ou du manga qu'on a aimé, de lire sur numérique les mangas. Alors la liseuse, pour les 9-12, pas encore, je pense pas. Mais, je sais pas, dans ce que toi tu as pu... Il faudrait refaire les enquêtes maintenant, en fait, parce qu'à l'époque, il y a des... ça me semble plus... Mais sur tablette, oui. Pas forcément des... Alors, non, le marché du numérique livre jeunesse, c'est 0,2%. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait... C'est 6% en général, et pour le livre jeunesse, c'est 0,2%. Il n'empêche que les éditeurs cherchent. Ils cherchent pas forcément de faire de l'homothétie, c'est-à-dire de faire du livre papier au livre numérique, exactement le même cadrage, etc. sur liseuse. Ils cherchent des façons de croiser ce qui existe déjà, les images, les textes, la vidéo, la musique, et donc il y a de plus en plus de projets qui se mettent en place autour de ce croisement. C'est pas encore ça parce que c'est compliqué pour les éditeurs financièrement et c'est pas viable économiquement, mais il y a des choses qui vont se mettre en place parce qu'ils sont dans cette recherche quand même. Il y a vraiment des choses intéressantes qui commencent à arriver plutôt pour les plus grands. Bon,
Ça va. Alors, il y a pour les tout petits, il y a pour les plus grands, il y a moins pour la tranche d'âge. En 9-12, il y a très peu de choses en numérique. Ça risque d'arriver quand même. Après, ils utilisent le numérique, les mômes. Donc, que ce soit leur téléphone ou la tablette ou l'ordinateur, mais beaucoup le téléphone. Donc, il y a des recherches qui se font, quoi. Mais pour lire en numérique un livre papier, ça, ils ne sont pas là encore. Alors, je peux donner un témoignage. Je suis intervenue vendredi dernier à France Bleu Gare Lozère. Justement, le thème, c'était « Lâche ta tablette, je vais te lire un conte ». Oui, mais lâche ta tablette, voilà. ils lisent et pas. donc, Enfin, on a ils lisent, eu des témoignages de famille, de maman. Et la conclusion, c'est que c'est très complémentaire, qu'on ne peut pas interdire la tablette à un enfant. Hein. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui est vécu. Non, mais ça et de notre côté, le livre est important aussi, donc on peut concilier les deux. Oui, et puis surtout, sur la tablette, ça met en œuvre des compétences autres que celles qu'on utilise pour la lecture. Et ce croisement-là, il est important aussi. Il y a des choses que les mômes font et que nous, on n'est même pas capable de faire. Donc c'est des compétences différentes et c'est des compétences quand même. Bien sûr. Je veux dire par là, ils ont aussi des choses à nous apprendre par rapport à tout ça. Plus que nous peut-être à leur apprendre sur la lecture parce qu'ils l'ont eu aussi d'une certaine façon. Donc voilà. Alors après, c'est pour ça qu'il était intéressant quand on mène des projets de lecture aussi à voix haute avec les enfants, notamment. Et pour cette tranche d'âge, c'est particulièrement vrai, je pense. C'est de prendre en compte tout ça, c'est-à-dire à la fois la question du numérique, la question de la façon dont on crée une communauté autour du livre, parce que Christine le disait tout à l'heure. Il y a cette façon de se réunir autour de quelque chose et de s'identifier par rapport aux autres grâce à quelque chose qu'on a en commun. Tout à fait. Et donc, créer cette communauté, ça veut dire aussi, me semble-t-il, que, là encore, l'échange avec l'enfant, avec les enfants qu'on a autour de soi, il existe véritablement, qu'on n'est pas là uniquement, je sais pas, hein. Il y a besoin, évidemment, alors vous êtes plusieurs à lire pour les 6e, il y a un monsieur aussi, je crois. Non? Oui. Ça demande aussi d'interagir et de rendre cette lecture interactive. Oui, ça c'était peut-être le dernier point. C'était le dernier point que je voulais aborder. Comment on faisait participer les mômes. Ah, j'ai fait ça. Alors, ça peut être du dessin, ça peut être la suite. Enfin, après, il y a des choses qui peuvent se... Il voulait vraiment le lire, c'est rigolo, il me dit oui, pas possible. Donc, en fait, j'ai trouvé un petit système, c'est-à-dire que moi, je commence, et puis, hop, le premier chapitre, c'est un autre. Après, je reprends pour garder un peu la ligne, et après un autre et tout, ils se battent. C'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est une sorte de... C'est d'engager un peu une dynamique de lecture à plusieurs. Alors, la biblioconnexion, je vous ai parlé de ça parce que c'était cette idée de collectif, mais on peut complètement le faire aussi autour du même d'un texte dans un petit groupe, et que chacun se trouve son rôle et sa façon d'être et de se positionner par rapport aux autres. Et ça, c'est vachement important. Oui, ils ont fait des progrès dans la lecture, c'est incroyable, parce qu'ils se la jouent théâtrale un peu maintenant. Alors, il y a ça aussi, on peut lire à plusieurs. Là, on retombe sur le corps aussi. Voilà, on retombe sur le corps. C'était un peu cette idée.